Je vais vous parler du roman picaresque, en posant la question de savoir si on peut ranger Mancheclou dans cette catégorie. Et ça s'inscrit assez bien dans la continuité de ce qui a été dit sur les questions de la digression, du roman de chevalerie, de la composition temporelle du roman. Donc c'est bien finalement de conclure là-dessus, même si ça ne donnera pas le dernier mot du débat, bien sûr. En 1930, lorsque Cohen écrit Solal, il s'inscrit, me semble-t-il, dans la tradition du roman d'éducation ou de formation, et il lance un Rastignac oriental à la conquête de la société occidentale. Le livre porte le nom du personnage principal, séducteur, fantasque, créatif, doté de toutes les qualités du héros romanesque. Au second plan du roman, mais présent dès le début du livre, apparaissent les 5 cousins valeureux de Solal, remords de ses origines et burlesque complément de ses aventures. En 1938, en publiant Mancheclou, Cohen choisit d'inverser la perspective et de mettre au premier plan l'anti-héros Mancheclou, à la fois pauvre, chimérique, peu gâté par la nature, il faut bien le dire, bref, l'exact contraire du héros Solal, au moins en apparence. La question se pose donc, comme Véronique Mézier l'a exposé dans sa thèse de 1998, sous la direction de Michel Murat à Paris 4, de l'inspiration picaresque dans l'œuvre de Cohen et en particulier dans Mancheclou. Ou pour le dire autrement, et pour reprendre le titre d'un programme d'agrégation de littérature comparée de 2004-2005, ça c'est juste pour faire plaisir à Géraldine, de savoir quels sont les échos du picaresque dans l'œuvre de Cohen et en particulier donc dans Mancheclou. Alors je vais procéder ainsi, je vais d'abord rappeler quelques éléments de définition du picaresque, notion parfois controversée. Ensuite je m'intéresserai au personnage du Picaro, Mancheclou, avant d'en venir à des questions de structure narrative et pour finir, très rapidement, mais vous m'aiderez à compléter, à la question des enjeux moraux du roman. Et au fur et à mesure, je tâcherai de mettre en évidence, ça c'est pour faire plaisir à Philippe, littérature comparée, non seulement les ressemblances, mais aussi les différences qui séparent les romans de Cohen de la logique picaresque qui trace une lignée, vous le savez, depuis le XVIe siècle, le Lazarillo de Tormes, 1553, Guzmán de Alfarrage, 1599, le Buscón de Quevedo en 1619 ou 29, en tout cas au début du XVIIe siècle. C'est les 3 romans qu'on trouve dans l'édition de la Pléiade des romans picaresques espagnols, réalisés par Maurice Molliot, qui a longtemps fait référence. Et on peut poursuivre ainsi la lignée jusqu'à... en annexant un peu au passage le Don Quichotte, dont l'appartenance au roman picaresque est quand même assez discutée, mais avec lequel il peut y avoir des parentés, jusqu'au Gil Blas de Santillane, de Le Sage, au début du XVIIIe siècle, Moll Flanders de Defoe, et jusqu'au Félix Krull de Thomas Mann. Suivant les auteurs, la lignée s'arrête au début du XVIIe siècle, ou alors elle continue plus longtemps. Alors, quelques rappels sur la définition du picaresque, et pour cela, je me servirai des réflexions et des synthèses de Christelle Pinsonna en 2004-2005. Le récit picaresque est souvent défini, nous dit-elle, comme une forme de fiction satirique qui apparaît en Espagne au XVIe siècle et dont le protagonisme est un fripon amusant ou un vagabond. De basse extraction et d'ascendance infâme, le Picaro est inéluctablement promis à une vie misérable, même s'il parvient parfois à s'élever quelque peu dans l'échelle sociale, dit Christelle Pinsonna. L'étymologie du mot Picaro est sujette à caution, plusieurs hypothèses. On a évoqué le marmiton ou le garçon de cuisine, 1525. Le mot vient peut-être de picor, qui veut dire picorer, ou de l'adjectif picard, de Picardie. Les Picards avaient très mauvaise réputation à cette époque, inutile de vous le dire. En vieux gascon, picarel signifie coquin ou fripon. Le récit picaresque
prend souvent la forme d'une pseudo-autobiographie, d'une confession imaginaire, selon Maurice Molliot, et se compose d'une succession d'éléments narratifs discontinus. On a analysé le surgissement du picaresque au XVIe siècle comme l'émergence d'une forme de réalisme comique face au roman idéaliste. C'est la thèse qu'expose Pavel, par exemple, Thomas Pavel, dans La pensée du roman, qui considère que, à cette époque, après la grande période du roman de chevalerie, le regard se dirige désormais vers l'imperfection humaine. Alors, peut-on exporter la notion de picaresque dans le roman du XXe siècle pour parler de l'œuvre de Cohen, alors que, justement, quelqu'un comme Maurice Molliot parle d'une dissolution du picaresque à la fin du XVIIe siècle, et que Didier Souillet le fait disparaître dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. Un auteur un critique comme René-Marie Lalbérez, dans Renaissance du roman picaresque en 1968, c'est justement l'année de publication de Belle du Seigneur, considère que dans le roman des années 60, le picaresque vient prendre la place du roman de la condition humaine, ce qui pourrait valoir à la rigueur pour Belle du Seigneur, mais sûrement pas pour Manche-Clou. Alors je voudrais insister pour finir sur deux conceptions modernes, que je vais décliner un peu, celle d'Ulrich Wix, The Nature of Picaresque Narrative, c'est un livre de 1974, et de Claudio Guillen, Towards a Definition of the Picaresque, dans un livre intitulé Literature as a System, qui date de 1971. Donc ces deux critiques tentent de dépasser un peu l'opposition entre la catégorie historique fermée, limitée à sa période, et une catégorie plus ouverte, mais aux critères définitoires particulièrement vagues. Wix raisonne en termes de type de monde créé par le conteur, dans la continuité des travaux de Northrop Frye qu'on a évoqués tout à l'heure. Pour lui, dans la situation, je parle de Wix, donc dans la situation picaresque essentielle, un personnage d'anti-héros pire que nous est pris dans un univers chaotique pire que le nôtre, dans lequel il entreprend un voyage infini, jalonné de rencontres qui lui permettent d'être tantôt la victime de ce monde, tantôt son bénéficiaire. Claudio Guillen, quant à lui, définit les romans picaresques comme un groupe de textes qui fluctuent autour d'une norme. Et cette norme, Guillen la définit au moyen de 8 caractéristiques qui sont rappelées d'ailleurs par Véronique Mézier dans sa thèse, à la page 578. Je vous les lis, c'est ces critères. Premier critère, le texte présente le portrait d'un fripon, orphelin, errant, en conflit avec la société. Deuxième critère, le texte est une pseudo-autobiographie. Troisième critère, le point de vue du narrateur est à la fois partiel et partial. C'est le Picaro lui-même qui raconte son histoire. Quatrième critère, la narration du Picaro apporte une réflexion philosophique. Cinquième critère, le texte met l'accent sur l'importance du niveau matériel de la vie, le bas corporel, etc. Sixième critère, une galerie de portraits se déploie dans la satire. Septième critère, le Picaro se déplace horizontalement dans l'espace et verticalement dans la société. Huitième et dernier critère, le roman est épisodique avec certains motifs récurrents. Voilà, j'en ai fini avec les rappels de définition sur le picaresque. Et j'en viens maintenant à examiner un peu le cas de Manche-Clou, en me demandant si on peut le considérer comme un Picaro moderne, dans le roman d'Albert Cohen. Selon Molliot, le Picaro est un hidalgo à rebours, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des romans de chevalerie, une sorte de chevalier inversé, et une incarnation de l'anti-honneur, ce qui se comprend dans le contexte du siècle d'or espagnol, mais qui peut-être a moins de sens en 1938. Alors, quand on prend la description de Manche-Clou, qu'on trouve aux pages 372-373, je vous la lis pour le plaisir, on peut y voir effectivement celle d'une sorte de gueux exemplaire. Le premier qui arriva fut Pinhas Solal, dit Manche-Clou. C'était un ardent, maigre et long phthisique à la barbe fourchue, au visage décharné et tourmenté, aux pommettes rouges,
aux immenses pieds nus tannés, fort sales, osseux, poilus et veineux, et dont les orteils étaient effrayamment écartés. Il ne portait jamais de chaussures, prétendant que ses extrémités étaient de grande délicatesse. Par contre, il était comme d'habitude coiffé d'un haut de forme et revêtu d'une redingote crasseuse, et ce pour honorer sa profession de faux avocat qu'il appelait mon apostolat. Mancheclou était surnommé aussi capitaine des vents, à cause d'une particularité physiologique dont il était vain. Un de ses autres surnoms était parole d'honneur, expression dont il émaillait ses discours peu véridiques. Tuberculeux depuis un quart de siècle, mais fort gaillard, il était doté d'une toux si vibrante qu'elle avait fait tomber un soir le lampadaire de la synagogue. Son appétit était célèbre dans tout l'Orient, non moins que son éloquence et son amour immodéré de l'argent. Presque toujours, il se promenait en traînant une voiturette qui contenait des boissons glacées et des victuailles à lui seul destinées. On l'appelait Mancheclou parce que, prétendait-il, avec le sourire sardonique qui lui était coutumier, il avait en son enfance dévoré une douzaine de vices pour calmer son inexorable faim. Une profonde rigole médiane traversait son crâne hâlé et chauve, auquel elle donnait l'aspect d'une selle. Il déposait dans cette dépression divers objets tels que cigarettes ou crayons. Oui, donc une sorte de gueux exemplaire d'Antisolal. Vous avez noté bien sûr l'insistance sur les aspects corporels dans la description du personnage, aspect qu'on retrouve dans de nombreux passages du roman. Le repas pantagruélique offert par Solal, la description de Rebecca, Philippe, tu n'y échapperas pas, la description de Rebecca sur son pot de chambre. Elle était une Pythie possédée d'un haut esprit médical, mais effet tonitruant du purgatif qui la ramena au présent, elle gémit une tendre modulation satisfaite, extasiée, affaiblie de bonheur. C'est pas Mancheclou, c'est sa femme, mais elle fait partie de son monde qu'on peut effectivement considérer comme ancré dans les réalités corporelles. Mancheclou, vous l'aurez compris, est loin d'être un modèle de vertu. Il est vantard, menteur, démasqué par Solal dans l'affaire du télégramme qu'il a trafiqué, vaniteux, faux avocat, il mange, il se goberge devant ses enfants sans partager avec eux, etc. Et comme les autres cousins valeureux, il vit dans une relative pauvreté qui l'oblige à trouver des expédients pour survivre. Alors, je veux dire qu'il répond assez bien, semble-t-il, à la définition du gueux picaresque. Pourtant, et ça aussi vous l'aurez sans doute déjà noté en m'écoutant, le roman n'est pas une pseudo-confession, puisque tout simplement, il n'est pas écrit à la première personne, mais à la troisième. Cependant, on y entend souvent la voix du Picaro Mancheclou, Picaro entre guillemets, dans des tirades ou des dialogues où il a l'occasion de s'exprimer. Et vous savez que dès qu'il a la parole, évidemment, il ne la lâche pas facilement. Ces prises de parole sont des prises de parole à dimension parfois philosophique. Vous vous souvenez, c'était un des critères, ou métaphysique. Alors c'est vrai aussi dans les valeureux. Toute la réflexion de la page 459, par exemple, où Mancheclou déclare qu'on n'est vraiment bon que sans Dieu. Ces réflexions autour de la question de la croyance, de l'athéisme. Et puis, bien sûr, son désir d'être professeur à l'université de Céphalonie et de prononcer des discours pleins de sens devant une assemblée admirative. Alors, s'il est industrieux et s'il n'est jamais à court d'invention, beaucoup d'éléments le séparent pourtant, me semble-t-il, du Picaro espagnol dans la définition qui a été donnée. Picaro espagnol, qui est issu des Conversos, est frappé d'une sorte d'ignominie sociale originelle, ce qui n'est pas le cas de Mancheclou. D'une part, les friponneries auxquelles il se livre sont vraiment assez innocentes par rapport à celles des Picaros espagnols ou anglais, et ne tirent pas vraiment à conséquence. On ne peut pas dire, pour reprendre l'expression qui a été citée dans les critères de Guilaine, que Mancheclou soit en conflit avec la société.
Comme les autres valeureux, Mancheclou n'est pas véritablement un marginal. Non seulement ses actes ne lui valent aucune réprobation sociale véritable. Je vous rappelle que souvent les picaros finissent en prison, voire Moll Flanders par exemple. Mais en plus, il n'est pas un orphelin solitaire, etc. Il est intégré dans cette structure sociale ou pseudo-sociale que constitue la famille des valeureux, la ruelle d'or éventuellement par extension, et par-delà le peuple juif dans son ensemble. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse dire, comme le fait Véronique Mézières, que le critère 7 de Ghislaine est vérifié. Le critère 7, c'est celui dans lequel le critique dit que le Picaro se déplace horizontalement dans l'espace et verticalement dans la société. Certes, Mancheclou se déplace horizontalement dans l'espace avec ses cousins valeureux. Il va à Marseille, à Genève, etc., sur le mont Salève. Mais il ne se déplace jamais verticalement dans l'échelle sociale. C'est-à-dire qu'il ne monte jamais dans la hiérarchie sociale. Si vous avez lu quelques romans picaresques, vous savez sans doute que le Picaro monte de temps en temps dans l'échelle sociale et puis il finit par dégringoler, revenir à la case départ et ainsi de suite. Ça continue. Il n'y a que Solal qui monte dans l'échelle sociale, qui puisse dégringoler aussi, mais lui, ce n'est pas un gueux. Donc, on ne peut pas le considérer comme un Picaro. D'une certaine façon, le titre « Les Valeureux » est donc peut-être moins trompeur que celui de Mancheclou, Albert Cohen faisant de ses héros picaresques, je mets encore picaresque entre guillemets, une bande, une micro-société amicale à laquelle, comme on l'a rappelé dans d'autres interventions, viennent s'agréger Scipion et Jérémie. Jérémie qui pourrait être plus proche, quant à lui, de l'image traditionnelle du Picaro, parce que lui, c'est vraiment... il est dans une misère plus grande que celle des Juifs du Soleil, que sont les valeureux à Céphalonie. J'en viens à un troisième point sur la question de la structure narrative, que j'appellerais une structure en wagon de marchandises ou en train de marchandises, pour reprendre l'expression de Ghislaine. Ghislaine considère en effet que le récit picaresque se caractérise par sa structure lâche, sans autre lien entre les épisodes que le héros, et par sa structure en wagon de marchandises. Cette définition, c'est-à-dire wagons accrochés, les épisodes sont comme des wagons accrochés les uns à la suite des autres. Cette définition s'applique peut-être encore mieux aux valeureux qu'à Mancheclou. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, en disant qu'il y avait encore moins de fil narratif, bien sûr, dans les valeureux que dans Mancheclou. Mais dans la discussion qui a eu lieu tout à l'heure autour des digressions, on s'est bien aperçu que le fil narratif qui gouverne la structure de Mancheclou est tout de même un peu mince. Le fil qui conduit du cryptogramme originel à la SDN, en passant par la création fantaisiste d'un ministère juif et par un voyage en montagne absolument rocambolesque. Quant à la fin du roman, et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, supprimé dans l'édition intermédiaire qui doit être de 1982 ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien, c'est-à-dire après la mort d'Albert Cohen, la fin du roman consacré à Solal est une sorte d'excroissance inattendue qui n'a pour fonction que de raccorder le roman avec Belle du Seigneur. Alors le récit me paraît picaresque aussi dans sa dimension de renversement carnavalesque, de monde à l'envers, particulièrement sensible dans l'épisode du Jour noir de la Lioncesse. Je vous en lis un petit morceau aussi pour le plaisir. C'est dans la Pléiade à la page 418. Ça commence à la page 418, c'est le chapitre 7. Une petite lionne s'est évadée, vous vous en souvenez. Et alors commencèrent ce que plus tard on devait appeler les jours noirs de la Lioncesse. Les Juifs se hâtèrent de faire sceller les barreaux à leurs fenêtres et amassèrent, tout comme en temps de pogrom, force provisions. Farine, pommes de terre, pain, azim, macaroni, pain de sucre, œufs, saucisses de bœuf, chaînes de piment, d'oignons et d'eau, pluriel d'ail,
boulettes de tomates séchées au soleil et marinées dans l'huile, graisse d'oie et jarre d'eau, viande fermée, purgatifs et médicaments, puis ils se clôturèrent et se barricadèrent. Les céphaloniens tremblaient, faisaient des hypothèses, etc. Je passe pour arriver à un passage un peu plus loin dans le texte. Cependant, les valeureux sortaient de temps à autre pour conserver intacte leur réputation de vaillance. Salomon portait une jupe de fil de fer barbelé, etc. La tête protégée par un masque d'apiculteur, il tenait à la main un inexplicable filet à papillons et soufflait dans une conque marine pour effrayer l'éventuel lioncès. C'est ce jour-là que le holding mondial pour les Juifs contre la lioncès fit son grand coup et que le génie de Mancheclou, administrateur délégué de cette société, brilla d'un vif éclat. « Il n'y a qu'une chose à faire, déclara-t-il, puisque la lioncès est en liberté, c'est à nous de nous mettre en cage. » Le holding, qui avait déjà une filiale d'assurance, fonda immédiatement la compagnie des transports anti-léonins. La première voiture fut constituée par une vieille cage de ménagerie achetée au maître désespéré et ruiné de l'introuvable évadé et que Mancheclou fit monter sur 4 roues. Elle ne comportait pas de plancher et les voyageurs devaient marcher en même temps qu'elle roulait, comme il sera plus clairement expliqué par la suite. La cage partait toutes les heures des bureaux de la compagnie, c'est-à-dire de la cave de Mancheclou, et son terminus était la douane. Les 2 arrêts fixes se trouvaient au bazar des viandes et devant la synagogue grande. Les voyageurs marchaient en même temps que la cage, poussés par les pauvres airs de 2e classe qui appuyaient contre les barreaux, non leurs mains, ils craignaient trop les griffes de la lioncès, mais de vieux balais. Les voyageurs de première, qui n'étaient pas tenus de pousser, marchaient dignement au centre de la cage roulante, où ils se sentaient plus en sécurité. Ils ne s'approchaient des barreaux que lorsque l'omnibus s'arrêtait devant telle ou telle boutique qu'ils indiquaient au chef de la cage. Ils passaient l'argent au fournisseur, qui peu après déposait dans la petite cage de sécurité les victuailles commandées. Et l'omnibus anti-léonin se remettait en marche. Alors, ça a été souvent dit, mais il s'agit d'abord d'un monde à l'envers, vous l'avez compris, les humains sont en cage et les animaux sont en liberté. Et on a souvent fait le parallèle avec le chapitre 54 de Belle du Seigneur, où Solal, avec la naine Rachel, est enfermée dans la cage. Donc les humains sont en cage et les bêtes sont en liberté, c'est-à-dire les nazis qui défilent au dehors, etc. Donc vous voyez que la dimension farcesque, satirique, qui est mise en place ici, avec cette cage roulante inventée par Mancheclou, c'est le critère 6 de Guilaine, est manifestement présente aussi dans la description de la SDN qui intervient à la fin, dans la deuxième moitié du roman, et en particulier avec la rencontre des délégués argentins avec le comte de Surville. Alors tout ça est repris dans l'ajout final où on voit intervenir Adrien, et ce sera encore développé dans Belle du Seigneur. Les Picaro-céphaloniens apparaissent donc comme des révélateurs de la société qu'ils parcourent, mais je parle des valeureux ici, mais dans Mancheclou, ils ne signent pas véritablement l'échec de Solal comme dans Solal ou dans Belle du Seigneur. Leurs aventures sont en quelque sorte, me semble-t-il, détachées de la gravité de celle du héros romanesque principal de Cohen. Alors, Véronique Mézières fait une opposition entre romanesque pour caractériser Solal et picaresque pour les valeureux. Peut-être, si on s'en tient aux définitions de Schaeffer, selon laquelle le romanesque peut être aussi caractérisé par une accumulation de péripéties sans fin, peut-être vaut-il mieux dire idéaliste contre picaresque pour s'aligner sur les termes employés par Pavel. Subsiste néanmoins dans le texte cette structure picaresque de l'épisode, de la sortie dont Philippe parlait tout à l'heure à propos de Don Quichotte, sortie qu'il a si bien analysée dans un des tout premiers numéros des cahiers Albert Cohen, un article sur le Don Quichotisme. Une structure cyclique, j'en parlais tout à l'heure à Gisèle, une structure cyclique se met en place dans le roman, chaque cycle constituant un de ces wagons dont parle Guilaine, un projet plus ou moins loufoque et
est lancé par un des valeureux ou par Solal qui envoie le cryptogramme. On assiste ensuite à une tentative de réalisation ou un début de réalisation, suivi d'un échec pour une raison ou pour une autre et d'un retour à la case départ. Par exemple, le voyage dans les montagnes suisses, la tentative de créer un ministère juif qui avorte, etc., etc. La particularité de Manche-Clou étant que même si des sujets graves y sont traités, on est en 1938, donc il y a la menace de la guerre, l'État juif, il est question de l'intervention en Éthiopie. Le rire me semble y désamorcer souvent les enjeux dramatiques, en tout cas ne pas leur permettre d'aller jusqu'à leur terme en matière de tension narrative. La fin du roman, dans sa version abrégée, la fin du chapitre 38, donc la rencontre avec le petit oiseau, etc., est une fin ouverte qui permet d'espérer une suite au roman. Et on est dans ce cas, dans ce que Jean-Marie Schaeffer appelle une extension potentiellement indéfinie de la diégèse, c'est-à-dire que les cycles qui caractérisent le roman picaresque et qui sont souvent des cycles d'ascension et de descente peuvent se poursuivre indéfiniment. Ça marche aussi pour Don Quichotte, bien sûr. On sait que Cervantes a rajouté, a écrit une deuxième partie pour répondre à un plagiaire, et il lui a suffi de rajouter une série d'épisodes. Et il a pris soin, cette fois, de clore le roman par la mort de Don Quichotte. Donc la fin de la version abrégée ouvre vers d'autres aventures possibles, tandis que la fin actuelle, celle qui fait intervenir Adrien et la SDN, etc., et met en place le début de l'aventure avec Ariane, réinscrit le roman dans une dynamique de suspense qui est plutôt celle du roman d'aventure ou d'un roman psychologique. J'en viens à mon quatrième et dernier point qui sera plus bref, simplement pour poser la question de la dimension morale du récit. C'est une question qui se pose à propos du roman picaresque, et on sait aussi à quel point cette question morale est généralement importante chez Cohen. Thomas Pavel, dans La pensée du roman, distingue deux sortes de Picaro. Le Picaro amoral et le Picaro moralisateur qui, dit-il, déplore la bassesse de sa propre vie au nom d'une norme qu'il n'arrive pas à respecter. C'est à la page 102 dans La pensée du roman. J'aurais envie de dire, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, que Manche-Clou n'appartient finalement à aucune des deux catégories. Il n'est pas véritablement amoral, même s'il en prend à son aise avec la vérité. Quand il le fait, c'est plutôt par goût de la grandeur, de l'aventure et des belles formules. Il ne commet aucun acte véritablement répréhensible et n'encourage pas à en commettre, alors que les Picaros sont voleurs, menteurs, n'hésitent pas à mettre en danger la vie des autres, etc. S'il lui arrive de moraliser, à propos de la passion amoureuse, par exemple, à la page 452, dans le fameux passage sur Vronsky et la question de la passion amoureuse, où il en profite pour lancer des consignes même aux romanciers. Ah, messieurs, que vienne un romancier qui explique enfin aux candidates à l'adultère et aux fugues passionnelles qu'un amant, ça se purge. À qu'il vienne le romancier qui montrera le prince Vronsky et sa maîtresse adultère Anna Karénine, échangeant des serments passionnés et parlant haut pour couvrir leur borborigme, et espérant chacun que l'autre croira être seul à borborigmer, etc., etc. Quand il le fait, moraliser au sens large, c'est plutôt soit sous une forme doctrinale, c'est un cours, cherche à dégager de grandes lois psychologiques, c'est plutôt de manière parodique,
que comme un défenseur de la morale, un défenseur sérieux de la morale juive ou de la pratique religieuse, rôle dévolu dans le roman plutôt à Salomon ou à Saltiel dans une certaine mesure. Au contraire, un personnage comme Scipion, qui lui aussi pourrait d'une certaine façon être une sorte de Picaro, Scipion, lui, il va chanter la gloire des grandes amours en racontant, entre autres choses, sa rencontre imaginaire avec Madeleine Dietrich, vous vous en souvenez, c'est à la page 480 dans le roman. Alors, sur le plan métaphysique, et là, je rejoins ce que disait Davina tout à l'heure, Mancheclou est porteur des idées de Solal, voire de Cohen, sur l'inexistence de Dieu, l'absence de sens d'un univers privé de cette référence absolue. Il est gouverné par une grande mélancolie qui va, dans certains cas, jusqu'à une attitude suicidaire, mais qui se concrétisera encore davantage dans Les Valeureux. Mais la difficulté avec Mancheclou, c'est que il est particulièrement difficile de distinguer chez lui la sincérité du rôle qu'il est constamment en train de jouer. Seule la communauté à laquelle il appartient lui permet de résister à ses penchants destructeurs, et on sait que Solal, lui aussi, est gouverné par ses penchants autodestructeurs, le revolver qu'il a avec lui, etc. Le monde noir et effrayant contre lequel lutte le Picaro n'est pas vraiment figuré dans la fiction dans Mancheclou, mais il reste toujours un peu à l'horizon avec la menace de la guerre. Alors je conclus pour dire que, bien sûr, ce serait rapide et inexact de dire que Mancheclou est un roman picaresque, mais la notion de picaresque m'apparaît finalement utile tout de même pour essayer de circonscrire l'originalité de Mancheclou à la fois dans l'œuvre de Cohen et dans le paysage romanesque des années 30, traitant de manière détournée un certain nombre de sujets graves ou de sujets historiques d'actualité. Le roman utilise la tradition littéraire du roman des gueux et du renversement carnavalesque des valeurs pour tourner en dérision un monde qui se dirige à grands pas vers la catastrophe.